Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est une voix qui résonne bien au-delà de la musique. Nathalie Genlis est chanteuse, percussionniste, pédagogue de la voix créole et scénothérapeute. Elle puise son inspiration dans les traditions caribéennes qu'elle fusionne avec le jazz, la soul et le gospel. Ensemble, nous allons explorer son parcours riche, ses inspirations et cette vibration intérieure qui guide son art. Bienvenue Nathalie. Oui, bonjour Mika. Alors, écoute, je suis très heureuse que nous conversions aujourd'hui. Le prétexte est que tu es en concert le 1er mai. Au Bijazzy. Où tu seras avec Sonny Troupé à la batterie, avec Xavier Belin au clavier piano et avec Rodi Carillon à la basse. Rodi Cérayon. Cérayon, je me trompe. D'accord. Rodi Cérayon. Oh là là, s'il m'entend franchement. Je m'excuse, mille excuses. Et nous allons parler du concert tout à l'heure, mais là j'ai envie que nous fassions un petit tour parce qu'on l'a jamais fait encore, toi et moi, et sur un petit peu ton parcours, parce que tu es quand même là depuis... Tu t'es, on va dire, déclarée chanteuse, artiste depuis 1992. Tu as commencé ta carrière? Oui, à peu près, ouais. C'est vrai que... Ouais. Alors c'est vrai que j'ai commencé... c'est vrai que très tôt pour moi, c'était comme une évidence. C'est ce que je voulais faire. Et puis, il y a une occasion qui s'est présentée à ce moment-là. D'accord. Et j'ai foncé dessus. Parce que tu es née en Guadeloupe, tu es guadeloupéenne? Alors, je suis née à Paris, mais c'est vrai que souvent, j'allais aux Antilles, j'allais en Guadeloupe et puis après, ma mère a déménagé et voilà. Donc, j'ai grandi autant ici que là-bas. D'accord. Une petite enfance commencée en Hexagone et après en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quand tu es arrivée en Guadeloupe, est-ce que tu faisais déjà de la musique avant? Est-ce que ça t'intéressait, enfant? Oui. Alors très jeune, j'ai commencé à la chorale, la chorale de l'église avec ma tante, ma grand-mère, ma mère. Voilà, donc je chantais puisqu'elles chantaient toutes. Et puis après, quand j'étais en métropole, j'étais au conservatoire d'Argenteuil, donc j'ai commencé le piano là-bas. J'ai commencé le piano. Et puis le piano, c'était, je sais pas si c'était spécialement mon instrument, mais j'avais l'impression qu'il voulait pas trop de moi, le piano. On n'était pas trop copains. Qui avait choisi l'instrument? C'était toi ou ta maman? En fait, c'était le parcours banal, j'ai envie de dire, de tous les étudiants au début au conservatoire. Oui. C'était bien d'avoir la formation de solfège et puis ensuite d'avoir le piano comme base. Oui. Et puis il y avait une petite option de chant aussi. Donc en fait, c'était vraiment un cursus de base en fait pour tout le monde. Il me semble que quand on chante à l'église, il y a le piano qui accompagne, donc on a cette influence d'aller vers cet instrument en premier. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est par la suite, donc j'ai d'abord commencé par le piano. Oui. Ensuite, quand je suis revenue au pays, j'ai pris des cours d'orgue avec Eustache Cécy. D'accord. Qui est un pianiste guadeloupéen. Et il m'a fait aimer à nouveau jouer parce que c'est vrai que avec le piano on n'était pas trop copains. Mais avec l'orgue c'est vrai que j'étais un peu plus fluide, j'aimais beaucoup plus. Mais c'est le chant qui a rattrapé qui a dépassé, j'ai envie de dire la passion pour l'orgue en fait, puisque après je n'ai voulu que faire du chant. Voilà. Parce que là tu as quel âge quand tout ça se passe? Tu fais le conservatoire à quel âge ici? Je dois avoir 8
8-9 ans. D'accord. Ouais, 8-9 ans par là, dans les environs, approximativement. Et quand je suis revenue en Guadeloupe, j'avais 11 ans. Donc, le piano, ça doit être pré-ado, quoi. 12, 13, 14, par là. Et le chant, c'est vers cet âge-là, vraiment, où j'ai commencé à chanter pour le comité d'entreprise de là où travaillait ma mère. Ensuite, parce que vous restez avec ta maman combien de temps en Guadeloupe? Waouh. De ma naissance jusqu'à mes 11 ans, en sachant que pendant cette période-là, il y avait quand même moi j'ai fait des allers-retours. D'accord. Ah oui, en fait, tu nais ici, vous partez quasiment tout de suite en Guadeloupe. Donc tu fais ta petite enfance en Guadeloupe. J'ai cru que c'était l'inverse, moi. Non. Quand tu dis non. J'ai de 0 à 11, j'étais en France. C'est ça, d'accord. OK. Voilà, j'étais en France. Oui. Et de temps en temps, moi je faisais des petits séjours chez ma grand-mère et puis je revenais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que finalement j'ai toujours fait des allers-retours puisque même jeune en fait, j'habitais en France mais j'allais parfois chez ma grand-mère et puis je revenais sur la métropole jusqu'à ce que ma mère déménage quand j'avais 11 ans. Et puis voilà, et puis ça a commencé comme ça. J'ai continué à faire des allers-retours parce qu'après je suis revenue en France dans ma vie d'adulte, je suis retournée en Guadeloupe et je suis revenue en France et je suis revenue. Ouais, j'ai vu qu'il y a eu un parcours comme ça en lisant ta bio au niveau de l'adulte, mais j'avais pas compris l'enfance. Mais ce qui fait que en fait, ton attachement donc à ta culture, tu l'avais déjà depuis l'enfance. Oui, depuis là. Oui, depuis là. Parce qu'on peut dire que tu as un attachement particulier puisque en plus aujourd'hui tu continues cet attachement par ton travail. Oui, par mon travail, mais j'ai vraiment été nourrie par la Guadeloupe depuis l'enfance. Voilà, même au niveau du chant, mes premiers concours, c'était la chanson créole, c'était les concours de Biguine. Voilà quoi. Tu gagnes des concours. J'en gagne, j'en perds. J'en perds plein. Je retiens qu'en 1995, Nathalie, elle a remporté la 16e édition de l'Oscar du premier souffle. Oui, c'est vrai. C'était Monsieur Gauthiero à l'époque qui était dans l'organisation. D'accord. Et raconte-nous un petit peu ce concours-là. Qu'est-ce que c'est? En fait, il fallait interpréter des airs. Je me rappelle pas de mon deuxième air, c'est bizarre, hein. Je me rappelle seulement d'un seul air que j'avais interprété. Oui, c'était un morceau de Céline Dion. La mémoire d'Abraham, c'est ce que j'avais chanté, la mémoire d'Abraham. Et oui, et puis donc en fait ça permettait à ceux qui gagnaient justement de pouvoir partir en métropole et de soit rentrer au conservatoire ou de faire une école de musique. Malheureusement, au moment où je l'ai gagné, je crois que c'est l'année d'avant, c'était Mirella Toussaint qui avait gagné. Il me semble que c'était Mirella qui avait gagné l'année d'avant et qui était partie au conservatoire. Faudrait que je lui demande. Il me semble que c'est celui-là. Voilà, il me semble que c'était celui-là. Et moi, l'année où je suis partie, il y a eu un problème de budget et où je devais partir, il y a eu un problème de budget et finalement ça ne s'est jamais concrétisé en fait. Et voilà. Ah, donc le concours n'avait plus de budget. Voilà. Oh, zut. C'est ça. Mais on va dire que ça ne s'est pas concrétisé, mais en même temps, est-ce que ça t'a donné aussi une force de savoir que finalement, tu prenais la bonne route? Parce que c'est un peu là que tout s'ouvre. Oui, tout s'ouvre avec les concours, les rencontres. C'est un peu à partir de ce moment-là. Oui, ça a été la période aussi où je fais la rencontre je rentre dans le groupe Kwebi, je rencontre Patrice Ullmann, Willy Rousseau, Pascal Obidol, tout ça, Mehdi Custos.
Donc c'est à cette époque-là. Et je deviens la voix féminine en fait du groupe. Oui. Bon, il y avait déjà Célia qui était là, et puis finalement après, oui voilà, enfin je suis devenue la voix féminine après. Et puis ça a été le début de plein de belles aventures, les séances de chœur, les séances chez Debs. Enfin, ça a été vraiment ces années où il y a eu ça a vraiment fait boule de neige en fait, vraiment boule de neige. Voilà. Et oui, et puis tu as cet ancrage dans les traditions caribéennes quand même, hein. Oui. Oui, alors ma première séance au niveau de la musique traditionnelle, enfin du gros cas vraiment, ça a été pour le groupe Gaoulé. D'accord. Ça a été le premier album que j'ai enregistré en tant que choriste sur un album de gros cas. C'était l'album Siwote, 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 Siwote. Je me rappelle toujours. Je me rappelle toujours parce que c'était vraiment folklorique pour moi. Ouais. Et parce que c'est vrai que habitué quand même aux mélodies créoles, habitué à la musique lyrique, et là c'était un tout autre univers. Et donc voilà, donc là je débarquais, et c'était vraiment une expérience forte. Et par la suite, après, j'ai rencontré Café, voilà, Édouard Rignol qui m'a. Édouard Rignol. Ouais. Voilà. Donc je suis devenue sa choriste pendant un moment. Oui. Avec Patrice Ullmann. Ouais. C'est d'ailleurs là que tu prends un peu l'importance du gros cas. Voilà, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là où alors Café, il était assez pointu, il me disait non, pas l'accent là, en gros cas, mais c'est comme ça, l'accent c'est là, c'est machin. Mais on change jamais, pas comme ça, faut chanter ça, enfin des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit wow, ah ouais, il y a une manière de chanter ça, ouais, ok. Voilà, mais j'ai commencé à m'intéresser. C'est là où j'ai voulu commencer j'ai voulu apprendre à jouer. Ouais. Mais bon, à cette époque, c'était moins, ça, c'était pas encore démocratisé comme maintenant. Non. Alors, quand tu dis jouer, c'est jouer du tambour. Voilà, jouer du tambour. J'ai voulu apprendre à jouer parce que il me disait, mais non, écoutez, tamboula, ni tel accent, machin. Alors, du coup, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne parce que là, il me dit, c'est comme ça, mais je n'arrivais pas tout de suite à saisir tout ce qu'il me disait. Oui, tamboula, non, sentiment. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est là où j'ai commencé à prêter l'oreille. Et de cette aventure-là, il y a eu plein de collaborations avec Canida, avec Mascaclé. Oui, et là, on peut dire que tu as quitté le gospel un petit temps. Alors, j'ai toujours tout fait en même temps. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et le moment où vraiment, où je pense où je me suis vraiment immergée dans le gros cas, c'est quand je suis venue en France pour la dernière fois, et j'y suis toujours. Ah, carrément. Voilà. Ah, c'est marrant, ça a été à ce moment-là. Encore une fois, je retrouve le sens inverse. C'est-à-dire que ça aurait pu se faire en Guadeloupe. Et non, c'est en venant ici en Hexagone. C'est ça. Ah ouais. Je pense que là-bas, c'est vrai que comme je disais, ça n'était pas autant démocratisé au niveau de l'apprentissage au moment où j'avais envie de jouer. D'accord. Mais du coup, ça a été surtout au niveau de la voix que voilà, j'avais affaire au gros cas. C'était, il fallait que je fasse les répondeurs. Il y avait des plateaux, voilà. Il y avait des scènes comme par exemple de Benka. Mené par Michel Allais. Donc voilà, il y avait des expériences comme ça. Mais je n'avais pas encore... alors j'ai toujours fait des petites percussions, mais c'est vrai que je n'avais pas encore vraiment joué. Et Café avait commencé à m'apprendre un petit peu. Mais bon, c'était pas son point fort. L'apprentissage au niveau du tambour, c'était pas forcément son truc. Il essayait de me faire comprendre, mais je pense qu'il était plus doué pour apprendre tout ce qui était l'essence, le sentiment, tout ça, plus qu'un pédagogue vraiment au niveau du tambour, de l'apprentissage du tambour. Donc voilà. Et donc après, quand je suis partie, quand je suis arrivée en métropole, là vraiment, là c'était criant, c'est-à-dire que là, la Guadeloupe m'a manqué, mais à 10 000%. Ouais, j'avais vraiment besoin de. J'essayais déjà de comprendre.
À l'époque, tu Comment? continues parce que tu as fait partie, tu étais avec l'Organisation nationale de gospel, tu étais avec Gospel Voice, tu étais avec Eslo, et tu continues, Oui. tu fais tout ça en même temps alors. Alors oui, bien sûr. C'est un petit peu quand j'étais en Guadeloupe. Alors quand j'ai commencé à faire des séances de chœur, les séances de chœur, tout ça chez Debs, au PM Studio, tout ça, chez Cassin. À cette époque-là, je faisais du gospel. Et j'étais dans une chorale, j'étais dans GCS, qui est menée toujours par Monique Angertin. Et je faisais des mariages, je chantais dans les églises aussi. D'accord. Donc voilà. Et quand je suis venue en métropole, parce que comme je dis, ma vie ça a été ça, aller-retour. Et donc du coup, quand je venais en métropole, je fonctionnais avec l'Organisation nationale de gospel. D'accord. Je fonctionnais avec Maxita. Avec Maxita. Et toute ma vie, ça a été ça en fait. Donc je faisais de la musique antillaise, donc du zouk, enfin tout ce qui tournait autour des musiques caribéennes. Et je poursuivais au niveau du gospel quand on demandait une chanteuse, quoi. D'accord. Donc voilà. Ouais. Et tu as d'ailleurs fondé un groupe à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle année, Sanouillé, avec Florence Vincent. Oui, alors c'était à l'initiative de Florence Vesno. Elle m'avait vu quelque part chanter et tout, et puis elle m'a dit tu veux pas qu'on monte un groupe ensemble? Et je lui ai dit moi j'étais au départ un petit peu sceptique et tout. Je lui ai dit ouais t'es sûr? Elle me dit mais si tu veux pas? Et puis finalement ça a super bien matché. Donc il y a eu ce premier. Là, il se monte où? Il se monte en Guadeloupe. D'accord. Et c'est quand monte en Guadeloupe. C'est quand même un groupe aux influences jazz caribéennes. Oui, carrément, complètement. Ouais. Là, alors c'est vrai que dans ce groupe, on a commencé à deux en faisant vraiment ces compositions. C'était des compositions plutôt axées sur le jazz, c'était du jazz, la variété du jazz. Et ensuite je lui dis ouais mais il me manque un petit truc là, il me manque vraiment le côté local, il me manque les racines. Puis elle m'a dit les racines, Florence elle est super douée en fait, elle arrive à s'adapter à des demandes incroyables. Et elle m'a dit oui il y a pas de souci. Et puis tout de suite elle a commencé à écrire dans cette direction. D'accord. C'est vraiment elle qui a commencé à écrire dans cette direction-là. Moi, j'écrivais dans mon coin, mais j'osais pas trop mettre mes compositions dehors. Et c'est vraiment petit à petit où je me suis livrée. J'ai dévoilé mes compositions. Et du coup, on a appelé Sony Troupé qui était là au tout début, au tout début de Sanouillé. Et puis Sony qui commençait aussi à tourner, donc du coup il nous a présenté deux autres batteurs, Michael Voitius et ensuite Arnaud Dolmen. Et voilà, et donc du coup c'est comme ça qu'Arnaud Arnaud s'est retrouvé dans Sanouillé. Et à la basse il y avait Fabrice Fanfan. Donc voilà, et c'était vraiment des superbes années où vraiment là je pouvais vraiment explorer une musique qui me. Bien sûr. Et dans tout ça, à un moment donné, tu étudies quand même le cas parce que on voit qu'il y a cette importance pour toi d'étudier l'instrument. Tu as besoin de cette pédagogie et tu vas vers Robert Collinet. Oui, voilà. Donc, alors au départ, c'est vrai. Alors ça, c'était une rencontre super rigolote. C'est qu'un jour, je demandais tout le temps à Dominique Tolio, quand est-ce que tu me donnes des cours et tout, parce que je connaissais pas encore Robert. Je connaissais Dominique, mais je connaissais pas encore Robert. En même temps, tu nous donnes que des grands noms là, hein. Arnaud Dolmen, Dominique Tolio, tu vois. Là, c'est purement le hasard ou la destinée, ou mais vraiment pas un choix. Enfin voilà, c'est un pur hasard. Et là, en fait, Dominique, il me dit oui, t'inquiète pas. Et puis un jour, Robert, il me dit bon, écoute là, Dominique là, il est pas très dispo, il est pris tout le temps et tout. Vrai. Bon, si tu veux, allez, je peux te donner des cours et tout. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, ça a été une super aventure, une super expérience, puisque j'ai jamais pu décoller derrière le tambour après. Mais j'ai l'impression que Robert Collinet est un bon pédagogue. Je regarde ça. Complètement. Ouais.
Je regarde ça de loin complètement. et sans porter de jugement sur les uns et les autres, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a cette fibre en lui. Ah, complètement, complètement. On sent qu'il est passionné. On sent qu'il y a vraiment de l'amour dans ce qu'il met, dans comment il transmet les choses. Oui, parce et puis il y a aussi une rigueur aussi. Il a l'amour. Voilà, il y a une rigueur aussi. Il y a une rigueur. Il est très rigoureux et cette expérience vraiment m'a apporté beaucoup. Oui. Et je l'en remercie d'ailleurs parce que c'est vrai que de cette collaboration là, de cet échange là, pour moi c'est devenu une passion en fait. D'accord. Et là maintenant, et du coup tu as fait rentrer le cas dans le fait de jouer le tambour. Oui. Alors bon, c'est pas tout le temps. Parfois, pour certaines choses, je préfère qu'il y ait Voilà, je préfère me faire accompagner parfois parce que parfois on a besoin de. Est-ce qu'on peut dire que ton instrument principal c'est ta voix? Ah, complètement. Bah oui, c'est celle avec lequel c'est l'instrument avec lequel j'ai le plus d'affinité, même si pendant mon temps d'apprentissage de la percussion, je l'ai quand même mise un petit peu en retrait. Ah oui. Oui, j'ai continué quand même à faire des prestations de gospel, tout ça, mais c'est vrai que je suis tellement entrée dans le tambour, j'avais vraiment envie. En fait, je voulais être tambouillée, en fait. Oui. J'ai dit oui, je veux être tambouillée. J'ai dit je veux être tambouillée. Voilà, ça reflète vraiment la chanson de Dominique Coco, Chima tambouillée. Là, j'étais à fond dans le groupe dans lequel d'ailleurs j'ai été, Caribbean Kumbit, et à ce moment-là aussi dans sa musique, le temps où je suis restée dans le Caribbean Kumbit, c'était aussi ça. Il y avait le tambour avec Didier Juste et c'était super. Même les sonorités, tout ça. Non, c'est déjà là, j'étais déjà portée. Et oui, moi, c'était la vie à tambouiller, poter tamboua, prends métro et tamboua, souffle. Là, quoi. Ouais, c'était ça. Voilà, mais bon, après, et le tambour, c'est clair que la voix, c'est revenu. Après, c'est revenu. Ouais. Et puis, il y a aussi, c'est revenu parce que d'autant que tu encore ce désir toujours de la formation, tu vas et tu te formes en coach vocal. Oui, alors je m'étais déjà formée au préalable, un petit peu à droite à gauche. Je prenais des cours. Après, tu sais, toutes les derniers trucs qui sortaient, je me disais c'est quoi ça? Mais ça c'est quoi ça? Alors je me formais un petit peu à droite à gauche, en même temps que ma mère qui est aussi coach vocal. Ah oui, coach, d'accord. Ouais, ma mère aussi est coach vocal, entre autres, parce qu'elle a plusieurs casquettes, mais entre autres. Et du coup, elle me disait, mais il y a une formation là sur truc, mais il y a la méthode truc qui sort. Et je vais bien sûr, on y allait ensemble. Et du coup, donc je me suis formée à la technique de la voix, à la pédagogie de la voix. Et est arrivée cette formation avec Richard Cross, justement par le biais de José Toussaint, José Gérard Toussaint. Que j'avais rencontré, que je connaissais de par l'organisation nationale du gospel d'ailleurs. D'accord. Voilà, et qui faisait des sessions en Guadeloupe. Et je lui dis j'aurais trop voulu faire cette formation, mais là ça va être compliqué de venir en Guadeloupe maintenant. Et puis il me dit t'inquiète pas, je vais voir avec Richard Cross tout ça. Et puis finalement c'est comme ça que j'ai intégré la formation de Richard Cross. D'accord. Et cette formation, elle se passe où alors? Puisqu'on essaye de voir si c'est en Guadeloupe ou en Hexagone. Alors, la formation de Richard Cross se passe. Oui, c'est ça, là. Je sais que c'est pas facile de suivre. Alors, la formation avec Richard Cross, elle se fait en métropole. Oui. Mais José Gérard Toussaint organise avec Voix Qualité, l'association Voix Qualité, organise des sessions maintenant de formation aussi en Guadeloupe. Donc il y avait les deux. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as... C'est génial. Donc maintenant tu es aussi coach. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et j'ai quand même envie de revenir un tout petit peu sur cette histoire du gros cas que tu as, que le fait que tu as envie d'être tambouillé et tout ça. Est-ce que tu te souviens de ce déclic? À quel moment tu as pu avoir ce déclic dans ta vie?
D'être tambouillé? Non, oui, d'avoir tellement... t'as une espèce de fièvre, j'ai l'impression. Ah ben, je crois que d'avoir été éloigné, je pense, de la Guadeloupe, oui. Ça a été quand même quelque chose de pas évident à gérer. D'accord. Et je pense que déjà dès l'instant où il y avait les débuts de l'apprentissage, dès l'instant où ça commençait à résonner, je crois que ça arrivait là. Hein. Au départ, quand j'ai commencé le tambour, je pensais pas que j'aurais eu, enfin que ça aurait été aussi intense. Oui. Mais c'est vraiment plus j'y allais, plus je ne saurais dire le moment précis, oui. Mais ça a été vraiment pendant le cheminement, je me suis dit ah non, j'aime trop ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que ça t'a amené un certain apaisement dans ton professionnalisme en fait, te dire ben voilà, tu sens tes vibrations et en même temps ça t'ouvre des portes. Pas des portes professionnelles, oui. mais des portes de sentiments, quoi. Alors complètement, oui. Parce que déjà à la base, je pense que le tambour, quand on c'est un outil, un instrument thérapeutique déjà à la base. Complètement. Donc je pense que ça me je sais pas comment le dire différemment, donc je le dirais comme ça. Oui. Je pense que moi-même, cet instrument, en le jouant, ça a eu un effet thérapeutique sur moi. Ça a blessé, ça a réglé des choses en moi. Ça m'a fait prendre encore plus conscience de l'importance de comment dire, de ce que tu es en fait dans ton art en fait, dans ta pratique de tous les jours. Mais oui, la vibration. Vraiment, je crois que de toute manière j'y ai toujours cru et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis aussi formée à la sonothérapie. Avant de prendre les cours de percu, j'y croyais déjà puisque j'avais déjà fait ma formation de sonothérapeute. Justement, donc voilà. J'ai envie que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que la sonothérapie. Alors la sonothérapie, c'est d'utiliser en fait un mouvement vibratoire ou sonore. Afin d'apaiser et de débloquer, de soigner, voilà, comme on parlait tout à l'heure, comme les vibrations du tambour m'ont apaisé, ont un effet j'allais dire salvateur, mais c'est peut-être pas ce mot qu'il faut utiliser, mais un effet vraiment de repos, voilà. Oui, ça t'a, je pense, fait prendre le chemin de explorer les vibrations que tu as en toi, quoi. Oui, déjà à la base, je crois que c'est un rapport depuis là, parce que avec ma voix, avec la voix, il y avait déjà ce rapport à la vibration. Chanter en voix de poitrine, c'est des vibrations. Chanter en voix de tête et de faire du lyrique, c'est une autre vibration. Et du coup, c'est voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que tu as une préférence, toi, est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu as un don pour laquelle voix tu es plus à l'aise? Ah, là, franchement, c'est plus les gens qui reçoivent, en fait. Là, c'est vraiment les gens qui diront, puisque tout est spontané, en fait, lors d'un soin. C'est vraiment spontané. Alors, j'ai été formée à la sonothérapie par Philippe Michel, qui actuellement est en Guadeloupe. Et je me rappelle qu'au début, je ne voulais faire les soins qu'avec des bols tibétains. Il y a les bols tibétains, il y a des bols de cristal, il y a des carillons, il y a des diapasons. En fait, on peut utiliser vraiment on peut utiliser plein d'instruments. Alors il y en a qui font avec des instruments qui vibrent à 432 Hz, il y en a d'autres qui les utilisent avec à 440, mais bon, c'est vrai que dans un processus thérapeutique, on dit qu'il vaut mieux utiliser des instruments qui sont réglés à 432 Hz qui représentent la vibration de la Terre, quoique ça bouge un petit peu en ce moment. Mais voilà, donc il y a vraiment tout un protocole, mais je crois que ce cheminement de la voix, c'est vraiment Philippe Michel qui m'a rassurée en me disant, Nathalie, tu sais, tu peux chanter pendant un soin où tu fais les bols, tu peux chanter pendant que tu fais le bol. Mais au départ, j'avais un peu peur. Je dis tu as un timbre de voix qui est tellement qui nous emporte quand on t'entend chanter.
Ah, mais c'est gentil. Non, mais oui, voilà. Mais c'est vrai que moi, vraiment l'idée de combiner, c'est vraiment lui qui a débloqué ça chez moi. Et au fur et à mesure, dans les soins, c'est vrai qu'au départ, je n'y allais pas trop. Mais c'est vraiment, il faut vraiment être dans dans le don, dans le partage. Et c'est en étant dans ce don, dans ce partage, qu'on se dit, tiens, là, il y a un truc qui vient et tu te mets à chanter. Et là, la personne, tu vois si ça passe, s'il faut que tu réduises, si telle vibration, la personne est sensible à ça, si elle est pas. Et c'est une exploration intéressante. Donc du coup, ce voyage de la vibration, elle a été, voilà, comme je te disais, je crois qu'elle est là depuis longtemps. Et le tambour, oui, le fait de l'avoir expérimenté, ça m'a fait voir que oui. Véridique, de façon véridique, je l'avais vécu dans mon corps. C'est vraiment un instrument qui guérit, qui aide, qui soulage, qui transporte, qui te fait transcender, ça te fait voyager. C'est un peu ce qui a fait tenir nos ancêtres. Oui, et c'est là où on comprend vraiment toute sa symbolique en fait. Et c'est là où on le vit en fait. Ouais. Et on le voit d'autant plus parce que je ne sais pas si tu es thérapeute aussi dans on va dire les maisons de retraite. Est-ce que ça t'arrive à aller mais moi j'ai pu voir témoigner de ça. J'ai vu des thérapies, enfin des thérapeutes pratiquer en maison de retraite et voir comment ces personnes d'un certain âge échangeaient. Mais en même pas 10 minutes, quoi. Une espèce de vie qui revient. C'est formidable. Alors, je sais pas complètement. si... Mais alors, toi, tu es thérapeute depuis combien de temps, donc? Alors, sonothérapeute, plus sonothérapeute que thérapeute. Oui. Mais c'est la même chose quand même. Mais alors, c'est plus avec, je le vis plus lors d'ateliers, quand je fais des ateliers de percussion avec les enfants. Donc, ça peut être par exemple des enfants qui ont des difficultés, qui sont soit autistes ou soit dans une certaine forme de mutisme. Oui. Et là, oui, c'est vrai que je vois l'apport, je vois comment d'un renfermement, le tambour appelle en fait. Il appelle. Ouais. Et au tout départ, c'est vrai que les enfants ont un peu peur au départ. Et puis dès que tu commences à jouer, à taper sur le tambour, je crois que c'est vraiment un instrument qui est universel, vraiment, vraiment. Que ce soit de la derbouka, que ce soit le tambour à la base. En tambour, mais on a tellement de choses, mais ne serait-ce que le petit tambourin avec les clochettes autour. Oui, comme dans le gospel là. On nous le fait jouer tous les professeurs de musique depuis tout petit dans toutes les écoles, dans toutes les classes. On a cet apprentissage du tambour. Pour moi, je dis c'est un premier apprentissage et on le voit quand on est enfin j'ai des souvenirs de tout. D'ailleurs, tu as plusieurs instruments et quand on dit à n'importe quel enfant quel instrument tu veux, tout le monde se bat pour le petit tambour. Tout le monde. Il y a deux instruments, il y a trois instruments comme ça que je trouve. Il y a le tambourin, il y a le xylophone et il y a le triangle. Ce sont trois instruments que je trouve que tout de suite, tout le monde les veut. Alors là, oui, au niveau de la percussion, c'est vrai que alors c'est peut-être pas celui qui est le plus présenté tout le temps, mais tu sais, il y a un instrument qui est comme un tambour. Donc quand tu tapes dessus, ça fait le bruit d'un tambour, mais quand tu fais glisser en fait le tambour, il y a des graines à l'intérieur et ça fait le bruit des vagues. Et là, en fait, les enfants. Mais les professeurs dans les écoles, ils les ont pas souvent su. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis il faut qu'ils le présentent. Il faut qu'ils le présentent. Et à celui-là. Et moi, cet instrument-là, à chaque fois, ils se battent pour l'avoir parce que ils adorent le bruit. Mais c'est vrai que ça détend parce que ça fait vraiment le bruit de la vague. En même temps, on peut taper dessus, on peut tapoter, on peut. Voilà, c'est
Mais c'est vraiment, c'est une richesse aussi de travailler avec les enfants parce que du coup, on explore en permanence et voilà, pareil que ça aussi, de pouvoir travailler avec les enfants. Au départ, j'ai commencé dans les écoles comme ça. C'est Dominique et Robert qui m'ont poussé. Ils m'ont dit mais oui, tu pourras faire ça. Mais oui, vas-y, allez. Non, mais ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils poussent toujours les gens. C'est super. Mais justement, dis-moi, avec toutes ces, tu as quand même collaboré avec tellement de gens. Amiralty, madame. Oui, oh là là, ça remonte. Oui. En Jamaïque. Oui, c'était vraiment de belles expériences. Avec tant de monde, et un jour tu as décidé, ou je sais pas qui t'a poussé peut-être à le faire, mais tu t'es dit, je vais faire une aventure solo. Oui, alors c'est vrai que je suis plus quand même, je me sens bien dans les groupes. C'est vrai que je me sens bien même si j'en ai pas eu beaucoup. Mais en fait, ce projet d'album, je l'avais déjà commencé à l'époque de Sanouillé. À l'époque de Sanouillé, quand je te disais que je commençais déjà à avoir mes petites compos à côté et tout. Et j'avais déjà commencé avant de rencontrer Florence. D'accord. Et puis du coup avec Sanouillé, j'ai laissé un petit peu de côté. Et au fur et à mesure des années, ça s'est affirmé. Et puis on donne la priorité au projet des autres. J'ai envie de dire, on va faire les chœurs là, on travaille pour les autres, voilà. Et puis on se laisse un petit peu de côté. Et puis est arrivé le moment où je me suis dit il serait peut-être temps quand même de sortir un petit peu ton projet et puis de montrer un petit peu aux gens ton univers. Oui, puis c'est en 2023. Alors c'est vrai qu'on a vécu des moments juste avant cette année-là qui étaient un peu, peut-être que c'est aussi une réflexion quand on s'est tous retrouvés un peu seuls à la maison. À lire, à jouer des musiques et tout, c'est parce que tu fais un opus en 2023. Oui. Donc c'est ton premier? Oui, c'est le tout premier, voilà, à mon nom. Avec juste ici. L'Amou Vaudou. Oui. C'est exceptionnel ce nom. Ah oui, c'est une grande histoire. Oui. grande histoire qui fut aussi mitigée, mais c'est vrai que ce titre n'a pas été évident à porter parce que du coup certains ont pu penser que je faisais l'apologie du vaudou alors que ce n'était pas ça. Non, puisque si j'ai bien compris, c'est traite d'un amour toxique. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. C'était ça, mais c'était vraiment par rapport à ce que culturellement, c'est vrai que des fois quand on vit des choses un petit peu bizarres, par exemple on est accroché à quelqu'un alors qu'on devrait partir, et puis la plupart du temps on dit ils feront bita, ils doivent être en bas, ils feront dawa, ils feront quelque chose quoi. Donc du coup, je me suis dit ce terme-là représentait vraiment l'extrême de la situation. Et du coup c'est vrai que et en fait en plus tu l'exploites dans des tonalités comment ça s'appelle, traditionnelles. Oui, la mélodie à la base c'est un léoise. Oui. C'est un morceau que j'ai travaillé. Souvent on traite on traite souvent des histoires d'amour avec des zoukloves. Oui. oui, tout à fait. Et là, tu sers quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment, ça a été le sentiment. Je pense que le fait de faire de la percu aussi, ça m'a aidé à mieux retranscrire peut-être des choses que j'avais en moi. Et le Léoise est venu et c'est un morceau que j'ai travaillé avec David Corrompli, qui est un pianiste martiniquais, et Sonny Troupé, finalement qui m'accompagne sur pas mal de morceaux sur ce projet. Donc voilà. Et là maintenant, avec Armin. Actuellement donc tu es sur la sortie de ton deuxième album. Non, mon premier. Écoute, excuse-moi, dans la bio, il y a une petite faute.
Ah oui, pardon, oui, désolée. Elle vient de sortir son deuxième album. Ça, c'est son deuxième opus. Ah oui, bah c'est marqué son deuxième album. Petite faute, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je me disais, mais oui, le premier, mais enfin, bon. Donc, c'est ton premier album? Oui. Voilà. Et oui, puisque j'avais bien compris que l'Amour Vaudou était un opus. Donc, Nation Neg. Alors là, tu abordes un thème de l'unification des peuples. Oui, enfin du peuple noir surtout. Oui. Et oui, donc c'est un morceau que à l'époque quand j'ai écrit, on était on peut dire à l'unité de la diaspora, quoi. Voilà. Voilà, l'unité de la diaspora. Totalement, tout à fait, c'est ça. Et alors au départ, le début de l'écriture c'était en 2009. Alors on était en plein boom, LKP, revendications. On est en plein dans les injustices et tout. Et là, ce morceau est venu. Et puis des années après, je me suis dit, mais on est en plein dedans toujours. Cet appel à l'éveil des consciences. Si on ne formait qu'un, que ça donnerait pas quelque chose de plus grand. Bien sûr. Voilà, quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Voilà. Oui. Et donc tu fais tout ton travail avec Voix Créole qui est ton entreprise associative, je pense. Alors au départ, c'était vraiment alors c'était pas associatif, c'était mon entreprise même, c'était mes cours de chant. Et donc c'est vrai que au départ quand je donnais des cours, pendant un certain temps, j'ai donné des cours à Sonis en Guadeloupe. Et je me rendais compte que de chanter des chansons des chansons, je n'ai rien contre les chansons internationales, voilà, je n'ai rien contre elles. Tout à l'heure tu nous as parlé de Céline Dion. Voilà, parce que je chante de tout. Enfin, à cette époque, je chantais de tout. Vraiment, j'étais plurielle et j'aimais ça. Et donc, au moment où je suis à Sonis, je me dis, mais là, j'en commence à me parler de morceaux vraiment, des morceaux qu'on voit pas au conservatoire, quoi. Bien sûr. Et là, je me dis, oui, pour étudier ça, je pourrais utiliser tel morceau, pour chanter ça. Et là, pareil, là, je commence à faire un travail au niveau de la langue créole, parce qu'avant, je ne parlais que du français. Je ne parlais pas en créole, en fait. Pendant longtemps, je ne parlais pas créole. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a des inflexions. Il y a des résonateurs, la langue vibre différemment. Bien sûr. Je vois que quand je parle en français, je parle beaucoup plus dans les aigus. Je vois que quand je parle créole, des pires rabat les créoles, voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes résonateurs vibrent différemment. Et là, du coup, je commence à m'intéresser à ça, à la vocalité créole, et je commence à proposer aux étudiants de faire des vocalises, par exemple sur des chansons. Au lieu de faire, par exemple, moi, je sais pas, Mamemi Momu, je leur propose de faire autre chose en rapport à la langue créole. D'accord. Donc, je prends des morceaux créoles et voilà, je commence à travailler en séquence. Tu les fais travailler en vibrato sur des sons créoles. Voilà. Ouais, okay. Donc on peut prendre des bouts de gros-cas, je prends des bouts autour de la musique, des musiques caribéennes. Bien sûr. Et ça a commencé bien sûr avec le gros-cas parce que c'est là où j'étais. Je me trouvais à ce moment-là. Et donc ça a commencé comme ça et puis on m'a dit mais c'est vrai comme ça nous parle plus voilà. Par exemple pour les exercices d'échauffement moi au lieu de par exemple de faire un enfin des choses un petit peu voilà là je disais allez on va dire tchoulé. Alors tout de suite on dit ouais il y a un bœuf là devant nous elle nous a dit tchoulé voilà ça a commencé comme ça. Voilà, donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc les exercices d'échauffement, c'était des choses qui étaient ancrées en fait dans notre culture, et ça a commencé comme ça. Voilà. Donc voix créole, c'était comment se sentir soi.
Voilà. Et je me suis dit, mais là, vraiment, quand on parlait décolonisons les arts, je sais plus où j'avais vu ça, cette phrase-là. Et puis, j'avais trouvé ça super top, décolonisons les arts. Bien sûr. Et là, je me suis dit, bah oui, complètement. Et ça a commencé comme ça. Et donc, Voix créole, ben, c'est ça. Mais c'est aussi, à l'époque, il y avait... Décoloniser les arts, c'est un mouvement dont Gerty Dambury fait partie. Enfin, a été au lancement aussi. Voilà, il y a tout. C'est un mouvement, décoloniser les arts. Ah ben voilà, un petit coucou à Gerty parce qu'il y a un semblé bientôt là, j'en parle rapidement pour elle là. Il y a un semblé le 14 juin. Il y a son semblé le 14 juin là. Ouais, j'espère pouvoir parler avec elle justement de ça. Bon, c'est en Bretagne, oui, mais bon, il y a une bonne ambiance. Exactement. Et dis-moi, donc comment, avec Voix créole, ton travail en sonorité, en sonothérapie du moins, tu explores tout ça, et comment tu lis toute ta musique et tes soins dans ton approche? C'est vrai que tu nous en as dit un petit peu tout à l'heure, mais comment tu arrives vraiment à rentrer dedans? Oh, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si j'arrive vraiment, tu sais, à cloisonner les choses. Je pense que c'est vraiment en fait un ensemble. Hein. Tu fais au café en lignonnage, quoi. Voilà, je suis. Et ça se fait. C'est tout. C'est vrai que je n'intellectualise pas l'ensemble. Oui. Si je suis dans une démarche pédagogique, oui, là, je vais essayer de découper, de comprendre, mais dans une forme d'expression libre. Oui. Non, je ne cherche pas à rentrer dans je ne découpe pas au scalpel. Voilà, non, j'y vais avec mon cœur, j'y vais avec ma vibration du moment, j'y vais avec mes émotions de femme, de mère, voilà, d'artiste. Voilà. Et là, donc jeudi 1er mai, on va pouvoir entendre tes compositions? Oui, pas pour la première fois. D'accord. Ah là là, j'ai hâte. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu en parler, parce qu'on va pas tout dévoiler. Ce sont tes premières, enfin, tu montres toutes tes premières compositions. Ce n'est que de tes compositions, il y aura d'autres, il y aura un petit mélange. Alors, c'est que ton travail? Alors oui. Il y a essentiellement mon travail, les collaborations que j'ai pu avoir également avec Max Diacoc, avec Gérard Ulysse, avec Robert Oumaou. D'accord. Voilà, sur l'album de Robert Oumaou, il y a un morceau que j'avais interprété, donc je pense que je vais reprendre. Enfin, c'est pas je pense, je vais reprendre ce morceau. Et puis, ce morceau avec Max, il a écrit le texte et j'ai composé, j'ai fait la mélodie, j'ai composé le morceau. Et donc voilà, et puis tout le reste, ce sont des morceaux que j'ai écrits et composés qui ont été arrangés soit par Sony, soit par Jonathan Jurion, soit par moi-même, soit par plusieurs musiciens, soit voilà. Voilà. Donc là, jeudi, tu nous promets comment ça s'appelle du 100% Nathalie. Voilà, c'est ça. 100% Nathalie. Et comme tu dis dans des citations tellement belles, à travers ma voix et mes tambours, je raconte l'histoire de mes racines et l'élan du cœur vers l'unité. Et ben voilà. Ouais. Et j'ai trouvé, elle m'a vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Écoute, on arrive à la fin de notre conversation, de cette première conversation, mais on en aura d'autres. Et j'ai envie de te demander si tu devais décrire ta mission d'artiste en une phrase aujourd'hui, quelle serait-elle? Même si tu ne cloisonnes pas les choses. Wow, ma mission d'artiste. Ouais. Alors. En une phrase, ou pédille en créole, hein. Il raide parce que c'est des interrogations perpétuelles en fait. Ouais. Si ça reste
une interrogation perpétuelle. Alors à un moment, comme je te disais, on fait sans se poser de questions, Oui. mais je pense que c'est d'essayer de porter en tout cas mon île dans tout ce que je fais. Hein. D'accord. C'est vraiment en tant qu'artiste, j'ai à cœur de pouvoir que la Guadeloupe soit toujours avec moi, que mon pays soit toujours là, que mon peuple soit toujours là. Je crois que c'est essentiellement ça qui, enfin, dans ma dimension d'artiste, ouais, je pense que c'est surtout ça. Voilà. C'est super. C'est super. Écoute, Ouais. Nathalie, ben moi, je te remercie d'être venue nous parler un petit peu sur Écho de l'actu et puis surtout de nous avoir fait vivre ce magnifique voyage, donc au cœur de ta musique, de ta voix que j'aime beaucoup, hein. Vraiment. Tu le sais peut-être pas, mais elle a un effet thérapeutique aussi, tu vois. Et puis, Bon, en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Et Vraiment. Nathalie, ce que j'aime beaucoup, énormément, c'est ton âme créole. Voilà, c'est ton... Et puis, comme on dit, gadei. Un café santé pour garder, oui. et tu vois, en fait, juste pour dire un petit mot, tu vois, je pense que c'est vrai qu'on peut chanter d'autres musiques, on peut chanter soul, on peut chanter gospel, tout ça. Mais pour moi, ce sont des musiques qui restent quand même des musiques noires, mais voilà. Mais c'est pas parce que je vais chanter de la soul, tout ça, que pour moi, ma créolité, elle est là, elle est dans mes mélodies, elle est dans ma, enfin, c'est tellement important en fait pour moi que, comme je te disais, hein, que ça m'accompagne. Bien sûr. Notre créolité est un exemple du vivre ensemble, mais les gens ne l'ont pas encore compris. Oui, aussi. Être soi, c'est ça. Être soi en étant avec les autres. Exactement, tout à fait. Ben nous bon. Ben écoute, on se voit le premier pour de nouvelles vibrations. Et puis on va rappeler quand même que le Bijazzy c'est le jeudi 1er mai. Oui, ouverture des portes à 19h30. Ok. Voilà, les billets sont en vente sur icibillets.com. D'accord, ok. L'entrée est à 20 €. Ouais. Je crois qu'il y a des tarifs réduits, mais il faut appeler le numéro qui est en dessous pour savoir. On va mettre les liens et les gens ils vont aller faire le travail. C'est surtout Vini. Voilà. Au revoir Nathalie. Au revoir, merci Mika. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose en écoute le titre Faux volet de l'auteur Max Diacox sur une composition de Nathalie Jeanlis avec la voix de Gérard Eulis. C'est de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU Écho de l'actu. On l'envie respirer, on grand l'envie couler, on s'élève à pied bois pour l'yonner et puis l'espoir. Tout partout, si la terre nous cave une fou, nous toutes voulons planter pied la jambe. Tout pendant, c'est la terre qui cade doux, même l'amour qu'appelle dans l'eau fêlée. Mais l'été si ça canouillé, canouillé, la vie, nous bien fragiles, nous pas tous seuls, nous pas pendant ciel, si mais où planter rêve blé, si la vie, maman la terre besoin doucine, planter rêve blé, si mais bon merci, ôter l'amour, Adam, vieux kajibi, planter rêve blé, si mais bon merci, ôter l'amour, Adam, vieux kajibi, on l'envie débouler, concours, simple rivière, faut moins respirer, pour dépoisonner la vie, enlever l'homme et respect, on grand l'envie la paix, en fond à toute caisse, c'est pour nous toutes pour tout partout, si la terre nous cave une fou, nous toutes voulons planter pied la jambe. Maman la terre m'a Tout dit bonjour, pendant, l'amour. c'est l'amour qui cade doux, et la terre
Kajibi, planter rêve blé, bon messie, oh tel mon adam, bien Kajibi. T'as besoin doucine. Maman la terre m'a dit bonjour là. Anouye, car la vie nous bien fragile. Oh, tout seul, pendant ciel, si mes planté révélé, dis merci là. Canouble. Méditer si ça.